retrouve sur mon monde Minecraft avec ChatGPT. Salut, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va aussi tout aussi bien. Alors on continue notre série quotidienne de shorts. Ah, ça va, je vais en faire beaucoup là pendant un an, tous les jours pendant un an. Ça va faire au moins 365 vidéos, dont 3600 shorts. Parce qu'une vidéo de 9 minutes par jour, plus j'ai découpé toutes en shorts, enfin 9 shorts de 1 minute. Donc voilà, dès que j'ai des idées de vlog, dès que j'ai des idées, je les mets et je les raconte pendant le vlog, pendant la vidéo Minecraft. Donc là c'est cool, je trouve. Je fais deux choses en même temps là. J'ai le contenu visuel, donc Minecraft avec les shaders et mon monde qui s'améliore. Je rajoute des constructions. Et j'ai le contenu audio avec ChatGPT. Et je trouve ça super cool. C'est comme un prof privé qui peut t'apprendre tout ce que tu veux. Donc vas-y chat, vas-y, raconte-moi un récit de la mythologie grecque. Vas-y. La mythologie grecque est riche et fascinante. Par exemple, as-tu entendu parler de l'histoire de Thésée et le Minotaure? Thésée est un héros légendaire qui a vaincu le Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans le labyrinthe de Crète. Pour l'aider à retrouver son chemin, Ariane, la fille du roi Minos, lui a donné un fil qu'il a déroulé derrière lui. C'est de là que vient l'expression le fil d'Ariane. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, sympa. Ah, du coup, c'est Ariane qui a donné le fil au Minotaure, c'est ça? Exactement. C'est Ariane qui a donné le fil à Thésée pour l'aider à sortir du labyrinthe après avoir vaincu le Minotaure. C'est une belle histoire de courage et d'ingéniosité. Tu trouves ça intéressant? Ah, elle a donné à Thésée, ok. Ouais, je crois qu'elle avait donné au monstre du Minotaure. Ouais, sympa. Vas-y, donne-moi un autre récit. Mais plus long, on fait ouais, 3 fois plus long l'histoire. Plus détaillé. Bien sûr. Prenons l'exemple de l'Odyssée d'Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse met 10 ans pour rentrer chez lui, à Ithaque. Durant son voyage, il affronte de nombreux dangers. Il échappe au cyclope Polyphème en le rendant aveugle, résiste au chant envoûtant des sirènes en bouchant les oreilles de son équipage avec de la cire, et déjoue les sortilèges de la magicienne Circé, qui avait transformé ses compagnons en pourceaux. Finalement, avec l'aide de la déesse Athéna, il retrouve son royaume et sa famille après de nombreuses épreuves. C'est un véritable voyage initiatique rempli d'aventures et de leçons de vie. Qu'en penses-tu? Ouais. Bon, j'en ai un peu marre d'entendre toujours les mêmes histoires, j'ai entendu tellement de fois. Moi je veux faire des nouvelles histoires, là j'en ai marre de rabâcher toujours les mêmes mythes. On les a tous entendus 10 000 fois. Et je trouve qu'il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose. Un peu comme à la messe, voilà, on raconte toujours les mêmes histoires de la Bible. Mais je trouve que le mieux c'est de faire sa propre histoire, raconter des nouvelles histoires, apprendre des nouvelles choses. Bon vas-y, là j'ai envie d'apprendre un peu de politique. Vas-y. Apprends-moi un des chapitres qu'on apprend à Sciences Po en deuxième année. Vas-y. Je comprends, sauf bien d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses. En politique, un sujet abordé en deuxième année à Sciences Po pourrait être l'étude des systèmes politiques comparés. Par exemple, on pourrait étudier les différences entre un régime présidentiel, comme aux États-Unis, et un régime parlementaire, comme en Allemagne. Le régime présidentiel se caractérise par une séparation stricte des pouvoirs, où le président est à la fois chef de l'État et du gouvernement, tandis que le régime parlementaire implique une collaboration plus étroite entre le gouvernement et le Parlement, avec un chef de l'État souvent symbolique. On pourrait aussi parler de la notion de séparation des pouvoirs, théorisée par Montesquieu, qui est fondamentale dans de nombreuses démocraties.
Tu en penses quoi? Ouais, merci, intéressant. Et tu peux me parler du régime chinois? Ça consiste en quoi leur régime? Bien sûr. Le régime chinois est un système de parti unique, dominé par le Parti communiste chinois, PCC. C'est un régime autoritaire où le PCC contrôle tous les aspects de la vie politique. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une élite du parti et il n'y a pas de séparation des pouvoirs comme dans les démocraties. Le président chinois, actuellement Xi Jinping, détient un pouvoir très fort et est aussi le secrétaire général du PCC. Le système chinois met l'accent sur la stabilité, le développement économique et le contrôle social. La liberté d'expression et les oppositions politiques sont fortement restreintes. C'est un modèle assez différent de ceux que l'on trouve dans les démocraties occidentales. Qu'en penses-tu? Ok, intéressant. Ouais, j'ai envie d'en apprendre davantage sur les politiques en Asie. Donc vas-y, tu peux me parler par exemple de Singapour. La politique de Singapour, vas-y. Absolument. Singapour est une cité-État connue pour son gouvernement fort et son développement économique impressionnant. Politiquement, Singapour est dominé par un parti unique, le Parti d'Action Populaire, PAP, qui est au pouvoir depuis l'indépendance en 1965. Singapour est souvent décrit comme une démocratie autoritaire ou une démocratie guidée. Les élections sont régulières, mais le PAP garde une emprise forte grâce à des lois strictes et un contrôle rigoureux des médias et de la société civile. Le pays met l'accent sur la stabilité, la prospérité économique et la sécurité. Singapour est aussi connu pour ses lois strictes et une gouvernance efficace, mais certains critiquent le manque de libertés individuelles. C'est un modèle assez unique en son genre. Qu'en penses-tu? Merci. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que c'est une démocratie ou c'est autre chose? Est-ce que il y a un président qui est élu? C'est qui est à la tête? Oui, Singapour est une démocratie parlementaire. Le président est élu, mais son rôle est principalement cérémoniel. Le véritable pouvoir exécutif réside dans les mains du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Le Premier ministre est généralement le chef du parti majoritaire au Parlement, qui, dans le cas de Singapour, est le Parti d'Action Populaire, PAP. Bien que Singapour organise des élections régulières, le PAP domine largement la scène politique depuis des décennies, ce qui conduit certains à qualifier le système de démocratie autoritaire. C'est un modèle hybride avec des éléments de démocratie et d'autoritarisme. C'est un peu différent des démocraties occidentales, où il y a généralement plus de pluralisme politique. Tu en penses quoi? Merci, ok. Et tu peux faire pareil pour le Japon. Vas-y. Bien sûr, le Japon est une démocratie parlementaire avec un empereur comme chef d'État symbolique. Le pouvoir exécutif est détenu par le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Le Premier ministre est généralement le chef du parti majoritaire à la diète, le Parlement japonais. Le Japon a un système multipartite, mais le Parti libéral-démocrate, PLD, domine la scène politique depuis des décennies. Le système japonais repose sur une forte bureaucratie et une culture politique centrée sur le consensus. Le Japon est également connu pour son respect des traditions et son système de gouvernement stable malgré les défis économiques et sociaux. Cela te semble intéressant? Ouais, mais tu peux développer 2 fois plus longtemps. Donc vas-y, fais pareil pour la Corée du Sud, mais parle 2 fois plus longtemps. Vas-y. Bien sûr, la Corée du Sud est une république démocratique avec un système présidentiel. Le président, qui est à la fois chef de l'État et du gouvernement, est élu pour un mandat unique de 5 ans. Le système politique sud-coréen repose sur une séparation des pouvoirs, avec un parlement, appelé l'Assemblée nationale, qui joue un rôle important dans la législation. Le pays a connu une transition vers la démocratie à la fin des années 1980, après une période de régimes autoritaires. Aujourd'hui, la Corée du Sud est connue pour sa dynamique économique, son industrie technologique avancée et sa culture populaire influente, comme la K-pop. Le pays fait face à des défis, notamment les tensions avec la Corée du Nord et les questions de corruption, mais il reste un exemple de démocratie en Asie. Le système politique sud-coréen
et donc marquée par un équilibre entre tradition et modernité, avec une forte participation citoyenne. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ouais, c'est sympa, merci. Et est-ce que tu peux... en histoire géo, on avait fait les pôles de la mondialisation. Est-ce que tu peux me décrire en 2025 quels sont les grands pôles de la mondialisation, donc les grands centres d'activité économique dans le monde? Vas-y, avec tes données les plus récentes. Ouais, salut. Alors, est-ce que tu as trouvé? Tu cherches toujours? En 2025, la mondialisation est marquée par des pôles économiques et politiques influents. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est dominent les échanges internationaux. Cependant, des pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil gagnent en importance. Par exemple, la Chine, avec son initiative Made in China 2025, vise à devenir leader dans des secteurs technologiques clés. Ouais, c'est les BRICS. Chine, Inde, Russie, Brésil, Arabie Saoudite, tout ça. C'est les nouveaux BRICS qui vont devenir ouais, les nouveaux pôles de mondialisation. Bah là où est-ce qu'on avait fait au lycée, bah, c'était Europe de l'Ouest, ouais, Amérique du Nord, États-Unis, Canada, et Afrique, non pardon, Asie du Sud-Est, donc ouais, Chine, Corée, Japon, Singapour, tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est exact. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays émergents comme l'Arabie Saoudite jouent un rôle croissant dans la mondialisation. Les pôles traditionnels comme l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est restent influents, mais les nouvelles puissances économiques émergent rapidement et redessinent la carte des échanges mondiaux. C'est une dynamique passionnante à observer. Bon, merci, ouais, c'est tout pour cette vidéo là. J'ai fait un peu plus long que prévu, donc merci, c'est tout. Pour la suite, on se retrouve peut-être plus tard. Salut les viewers, salut tout le monde. A plus. Salut, à bientôt et bonne continuation. Merci pour cette discussion intéressante. À plus tard. Merci, bye.